chercheur. Je suis doctorant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et je travaille sur les computer vision, comme tu l'as bien dit, donc les CNN, les méthodes de segmentation appliquées aux anomalies de l'environnement. Donc voici ma page scolaire. Je suis un bébé chercheur, donc je suis à 3 articles. Et ce que j'essaie de faire dans ma thèse, c'est d'utiliser des images aériennes, telles que l'étude des drones ou bien des satellites, et de faire des analyses là-dessus. D'essayer de trouver d'abord la meilleure architecture en développant des modèles basés sur des algorithmes génétiques. Et après cela, y ajouter les types de méthodes de segmentation pour savoir quelles sont les plus adaptées à notre domaine. Parce que ici, le challenge est que nous n'avons pas de données, vu que c'est en Afrique. Deuxièmement, peut-être on peut avoir peu de données labellisées, vu que ça prend beaucoup de temps pour labelliser les données. Et troisièmement, donc dans ce cas, les méthodes, les architectures nord ne peuvent pas marcher. Dans ce cas, on est obligé de s'adapter et de concevoir à nous-mêmes notre propre architecture. En grosso modo, c'est ça que nous essayons de faire. Donc là, je vais vous présenter un papier donc, qui n'est pas mon travail du tout, qui est la segmentation unifique modèle. Donc, comme Mansour l'a si bien dit, donc c'est un papier qui peut être révolutionnaire. Oui. Tu as partagé ton écran, on ne voit pas pour le moment. Ah, ok, d'accord. Désolé. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, on passe scolaire. Et là, je vais vous présenter donc, la présentation va être comme si on va parler un peu des méthodes de segmentation qui ont été développées avant. Après, on va parler de SAM, donc on va aller sur l'article directement, peut-être faire un petit démo et après la conclusion. Donc, pour les méthodes de segmentation, ça existait avant, depuis longtemps. Donc, en premier lieu, on peut noter la segmentation sémantique. Donc, on peut noter 3 principaux. Bon, il y en a plus d'autres méthodes, mais on peut noter la segmentation sémantique, la segmentation par instance et le penalty segmentation. Alors, pour ce qui est de la segmentation sémantique, donc c'est le plus classique. Il s'agit de labelliser toute l'image à un niveau de pixels. Donc, chaque pixel est labellisé suivant, est classé suivant le label. Donc, ça a été commencé par les FCN, les Convolution Neural Network, qui prend juste l'image à l'entrée et le transforme en une image de segmentation. Après, on a le UNet qui a été développé, qui est sous forme de U, où on a un downsampling avec les convolutions et les max pooling. Donc, qui peut être prise comme un encodeur, et le décodeur qui va être aussi pour la même chaîne d'autres branches du U, qui va être un upsampling jusqu'à avoir une image de sortie, une image segmentée. Et après, on a eu la High Resolution Network qui a été inspiré par UNet, où on a 4 parallèles branches de dimensions différentes et interconnectées les unes que les autres. Aussi, on a Ultra Special Pooling parce que tout ce qui est segmentation, c'est lié à rien. C'est des modèles sur lesquels on a beaucoup de modèles qui découlent d'autres modèles, etc. Et ça avance rapidement et on a beaucoup de modèles là-dessus. Donc, qui est basé aussi sur le HRNet, mais qui ajoute un Adaptive Special Pooling. On a aussi le Pyramid Special Pooling, DeepLab, etc. Donc, pour les méthodes de segmentation par instance, à la différence des méthodes de segmentation sémantique classique, ils ajoutent l'objet de détection classique que nous savions. Donc là, on a la classification au niveau des pixels pour avoir la segmentation sémantique et une autre branche qui va faire l'objet de détection. Donc, ce qui fait que chaque objet peut être reconnu différent de l'autre. Donc, chaque objet, on assigne une instance, ce qu'on appelle une instance ID. Ce qu'on n'avait pas avec les segmentations sémantiques, puisque c'était au niveau des pixels. Donc, du coup, tu ne pouvais pas faire des différences entre les objets de même classe. Donc, ce qu'on a ici avec les instances segmentation. Donc, on peut avoir 2 principaux méthodologies, à savoir bottom-up. Donc, bottom-up, c'est lorsque la segmentation sémantique est faite en premier, puis l'objet de détection est fait
niveau de l'output de la segmentation sémantique obtenue. L'important, c'est lorsque les deux sont faites parallèlement. Donc, il y a le two-stage qui intègre des régions proposées et des one-stage qui n'intègrent pas des régions proposées. Donc, pour les two-stages, vous connaissez peut-être tous le masquer CNN. Donc, il y en a d'autres comme le EfficienceNet, etc. Pour le one-stage, on peut citer PolarMask. Donc, pour les panoptiques segmentation, ceux qui sont les derniers, donc plus récents, sortis peut-être en 2017, ils combinent la segmentation sémantique et la segmentation par instance. Donc là, on a le foreground, ça veut dire les objets qui sont segmentés, mais aussi le background aussi qui est segmenté. Donc là, on a en même temps la reconnaissance des objets, mais aussi tout ce qui n'est pas objet qu'on doit détecter aussi est segmenté. Donc ça aussi, ça a été une révolution. Aussi, les panoptiques segmentation présentent les mêmes principes que l'instance segmentation. Donc, bottom-up avec les panoptiques du BLAP et top-down, on a les efficient PS, etc. Donc là, dès à présent, on peut entrer sur l'article SAM, donc, qui présente quelque chose de nouveau. Ça veut dire intégrer le prompt engineering qu'on voit sur les ChatGPT, etc. Avec une architecture donc, qu'ils ont appelé le SAM model, donc segmentation unified model, et aussi data engine qui leur permettent de collecter des data et surtout les recherches generalization tasks. Donc, on va voir tout ça. Donc, voici l'article, donc le segment anything. Donc, c'est de Facebook AI Research, dirigé peut-être par Alexandre Krylov. Donc, Alexandre Krylov, il a eu, c'est un grand sur le domaine de la segmentation, parce que c'est à lui qu'on doit, par exemple, les panoptiques segmentation que j'ai cité tout à l'heure, le PFPN, etc. Et donc, il faisait partie aussi des équipes qui ont développé le end-to-end Object Detection with Transformers. Donc, beaucoup de choses segment anything que nous voyons ici en 2023. Donc, pour le segment anything, comme tout article, donc d'abord l'introduction, on essaie d'amener le contexte. Et après le contexte, ce qui a été fait, donc la problématique d'abord, donc quels sont les challenges qu'on essaie de régler. Et en plus de ça, ce qui a été fait dans ce domaine. Après cela, peut-être la méthodologie qui peut être divisée en deux parties, ça veut dire les données, l'acquisition des données, après l'architecture des modèles, etc. Donc c'est comme ça que nous allons essayer de présenter la chose. Maintenant, comme c'est un article dense, là on a 30 pages, etc. Donc j'aimerais que ça soit interactif entre nous. Donc n'hésitez pas à me couper. Et j'espère que ça va être le plus clair possible. Donc parce que là, c'est vraiment un article qui est très dense. Voilà. Donc pour l'introduction, on sait que les fondations de modèles, donc ça veut dire les modèles qui ont été entraînés sur grosse volume de données, sont arrivés à une généralisation jamais vue. Donc, c'est l'exploit que ChatGPT, que vous connaissez tous, de telle sorte que avec n'importe quel prompt, donc le prompt engineering qui est tout à fait peut-être nouveau, qu'on fait avec les foundation modèles, qui nous permet d'obtenir ce niveau de généralisation-là. Par exemple, le ChatGPT, sur n'importe quelle question que tu peux lui poser, qu'il puisse te proposer une réponse structurée. Bon, après, il y a le débat si c'est vraiment de l'intelligence ou bien. Bon, pour ma part, je pense juste que c'est de la déduction, mais un très, très grand niveau de déduction. Donc, pour les fondations modèles, on le sait tous, donc ça a été fait, et qui arrive à faire une généralisation, parce que c'est important. Donc, parce que c'est ça qui est recherché derrière, c'est pas juste de faire des modèles sur une grosse volume de données, mais qui puissent être appliqués même sur des données non vues. Donc, après, il y a, pour le cas du computer vision, donc ça a été utilisé. Donc, il y a quelques applications que vous connaissez tous, à savoir Clip et Align. Donc, Clip sur lesquels, si on lui donne une image, qui puisse
faire un texte sur l'image. Par exemple, tu lui donnes une image d'un avion sur le tarmac. Il peut te dire que ça, c'est une photo d'un avion sur le tarmac en texte. Donc là, on voit déjà la connexion entre les images et les textes qui sont faits. Et ça a été entraîné sur du contrastive learning, donc une méthode autosupervisée sur lesquelles les textes et les images sont encodés alignés, donc sur les mêmes modules. Donc ça, c'est OK. Et en plus de ça, ce qui est bon là-dessus, c'est que en fait, les tâches qui peuvent en découler. Donc là, on a avec Clip et Align du texte qui peuvent dire décrire l'image. Donc là, on peut faire le contraire. Ça veut dire à partir du texte, générer de l'image. Donc c'est ça qu'on a obtenu avec DALL-E. Maintenant, revenons à notre mouton. Ça veut dire la méthode de segmentation SAM. En fait, c'est jamais fait. On n'a jamais fait, de notre connaissance jusqu'ici, une foundation model qui a été appliquée dans les méthodes de segmentation. Donc, l'objectif de ce papier, c'est d'en proposer une méthode. Maintenant, il y a beaucoup de challenges là-dessus. Donc, des questions qui sont posées ici et que l'auteur essaie de répondre. Quelle tâche, par exemple, pour cela? Donc, quel type de prompt engineering on peut appliquer pour arriver à du zero-shot generalization? Quel type d'architecture qui pourrait embarquer des prompts et en même temps faire de l'image, donc embedding, pour arriver aussi à ce niveau de résultat. Aussi, quelles sont les données qui peuvent nous permettre d'arriver à cela? Et ces questions sont légitimes d'autant plus que on n'a pas la réponse puisque ça n'a jamais été fait. Donc là, ça dépend de l'ingéniosité des auteurs de nous proposer quelque chose qui tient. Donc aussi, avec le prompt segmentation task, il faudra que ça puisse être appliqué sur différents domaines de la segmentation, puisque la segmentation le domaine de la segmentation est très vague. Donc on a la segmentation sémantique, comme je l'ai vu tout à l'heure, la segmentation par instance, etc. Donc vraiment, c'est du challenge. Un modèle flexible, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pourrait en input avoir en même temps du prompt et en même temps de l'image les associer. Donc là aussi, on n'a pas encore la réponse. Pour les données, on n'a pas, comme pour la création de ChatGPT, des images segmentées à l'échelle du web. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc comment l'auteur va faire pour régler tous ces challenges, c'est ça que nous avons découvert. Maintenant, pour cette présentation, on voit que pour Facebook AI, même pour Google, ils ont une forme peut-être originale de faire les articles. Donc, sur l'introduction, on a déjà tout, donc qui est en résumé. Donc, on pouvait même s'arrêter là. Mais comme on va entrer sur les détails, donc on va parler sur les différents domaines ici. Donc, premièrement, on va commencer sur le data engine, donc la collection du données avec les datasets, puisqu'on va venir sur les tasks avec du prompt engineering, qu'on va enchaîner avec les modèles, puis aller même sur la partie détail de ce task et de ce modèle. J'espère que ça ne va pas être flou du tout. Et en dernier lieu, peut-être parler des expérimentations. On va en parler 2 ou 3 expérimentations. Ça veut dire l'utilisation de SAM sur d'autres tasks qu'il n'a jamais vu. Donc, du zero-shot transfer avec la segmentation par instance ou bien, etc. On va en voir quelques. Et après, parler des limites. Et en dernier lieu, parler un peu du responsive AI, puis le débat sera ouvert. Donc, n'hésite pas, Monso, s'il y a des questions, tu peux me couper à tout moment, puisque sinon, on risque d'oublier après, puisque vraiment, l'article est vraiment trop dense. Ok. Donc, pour ce qui s'agit de data engine. Vas-y. Oui. Vas-y, après. Ok, n'hésite pas à me couper. Donc, pour ce qui est de data engine, donc comment arriver à une généralisation au niveau des données distribuées. Là, on sait tous qu'on a besoin d'une large dataset et diverses de masse. Donc, comment arriver à cela?
La solution qu'a proposée l'auteur, c'est du data engine, donc qui comprend trois parties. Donc la première partie, c'est du assisted manual. Ça veut dire qu'ils ont des professionnels qui vont labelliser les images, donc qui vont avoir des inputs de masse sur l'image originale et sur donc les masques qui sont appliqués sur les objets. Mais c'est pas du labeling comme on le fait nous avec du virtual image annotator, où c'est toi qui prends les points, les contours sur les images. Donc là, il suffit juste de mettre un clic sur l'objet et cet objet est segmenté. Donc on va voir comment ils ont fait ça. C'est un outil qu'ils ont eux-mêmes développé. Bon, il y en a beaucoup qui ont cet outil aussi et ils sont aussi c'est disponible. Et après, il y a une deuxième phase de semi-automatique. Donc dans cette phase aussi, c'est le modèle qu'ils ont développé sur la partie assistée manuelle qui va proposer, par exemple, automatiquement des objets qui ont été segmentés. Et maintenant, après, ils peuvent laisser d'autres objets qui n'ont pas été. Et c'est là que les professionnels agissent. Peut-être aussi corriger ce qui a été proposé pour avoir un output segmenté. Et en dernier lieu, il y a le flux automatique où toute l'entièreté, donc il n'y a pas de professionnel qui agit, toute l'image est directement segmentée. Donc, ils ont pu collecter 11 millions de masques, donc 11 millions d'images, donc qui a été licencié, privé, etc. et tout. Ils ont pu peut-être acheter parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Qui contient 1 milliard de masques. Tenez-vous bien, 1 milliard de masques. Donc, on peut dire qu'en ce moment, Segmentation Unified 1B, donc 1B qui est 1 milliard de masques, est la plus grande dataset en ce moment dans le domaine de la segmentation. On va y aller directement sur la partie Segment and Efficient Data Engine. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la partie assistée, donc un team de professionnels est aidé donc, avec un dashboard qu'ils ont conçu, de telle sorte qu'ils puissent cliquer sur le foreground. Donc, le foreground, on peut les considérer comme des objets. Donc, l'avant-plan et le background qui est l'arrière-plan. Donc, ils puissent, en un clic, donc, ils puissent, avec une interactivité, lui labelliser l'objet qu'ils veulent. Et cela prend environ 30 secondes pour annoter chaque objet. Donc, mais ils ne sont pas allés jusqu'à décrire, labelliser, par exemple. Donc, on n'a pas ça. On n'a pas les labels des objets qui ont été segmentés, puisque peut-être ça prenait du temps. Et pour avoir juste un masque qui puisse, un label, un objet avec un masque dessus, ça prend 30 secondes. Donc, en ce moment, pour pouvoir mettre en place les outils, donc ils ont entraîné en premier lieu SAM de manière supervisée sur les datasets de segmentation existants. Donc, avec du VIT basique. Puis, ils sont allés sur du VIT donc large, très large, sur lesquels ils sont pour ce point-ci. Donc, pour ce point-ci, ils ont pu collecter 4,3 millions de masques. Donc, ça, c'est le premier stage, avec sur environ 120 000 images indices. Donc, 120 000 images qui ont été annotées par des professionnels. Et pour toutes les images, on a 4,3 millions de masques. Pour le deuxième, ça veut dire semi-automatic stage. Donc, dans ce stage, ils essaient de diversifier le type de masques et d'objets parce qu'ils veulent toucher. Donc, parce que ici, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est toujours l'aspect généralisation, parce qu'on veut que ça puisse être généralisé sur n'importe quel domaine et n'importe quel aspect. C'est ça qui est recherché. Il faut qu'on l'ait toujours à l'esprit. Donc là, ils ont des images qui ont été présentées aux annotateurs sur lesquels après ils peuvent corriger. Donc pour les objets qui ne sont pas annotés, donc ils les annotent. Donc durant ce stage, ils ont eu à collecter 5,9 millions de masques avec 180 000 images, ce qui fait un total de 10,2 millions de masques. Donc, sur la partie fully automatic max, c'est là qu'ils ont eu à amener un peu. Donc fully automatic max, donc ça veut dire que dans ce cas, il n'y a pas l'auteur qui les annotateurs professionnels qui agissent. Donc ça, dans ce cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divisé une image dans
rentrer, par exemple, en une grille de 32 fois 32 points sur lesquels il va essayer de segmenter, donc qui sont des atouts découpés pour être donnés sur le modèle qu'ils ont eu sur les phases précédentes et de ce fait lui retourner toute l'image qui va être segmentée dans ce cas. Donc là, on n'a plus besoin des annotateurs professionnels et ils peuvent dire les masques qui sont valides, parce que là, le but, c'est de retourner des masques valides. Donc, qu'est-ce qu'il appelle un masque valide? C'est un masque qui est stable, de telle sorte que si on a 0,5 moins lambda, par exemple, sur le threshold, le threshold, ça veut dire si tu as un output de masse, si ça dépasse un seuil de 0,5, donc ils puissent le dire que ça, c'est un masque de confiance. Donc, on peut garder ce masque. Si c'est en dessous, on ne le garde pas. Donc, dans ce cas, si on ajoute moins delta et plus delta et qu'on a le même masque, donc là, dans ce cas, on peut dire que ce masque est valide et stable. Et aussi, on applique le non-maximum suppression parce que là, pour un objet, il peut te proposer plusieurs masques en même temps. Donc, le non-maximum suppression plus avec les intersections of union qui va compute entre les propositions, qui puisse te proposer simplement un seul masque. Il y a aussi une partie qu'on va parler plus tard. Ça veut dire la proposition, plusieurs propositions. Donc, pour un objet, on peut avoir jusqu'à 3 masques valides. Ça, on va y revenir plus tard. Et sur ce, par exemple, Fully Automatic Stage, ils sont arrivés à 11 millions d'images. Donc, ici, tous ces masques ont été automatiquement générés. Et ils ont pu collecter 1,1 milliard de masques qui sont de très grande qualité. Et même c'est la qualité de ces masques qu'on va voir ici. Donc, jamais dans l'histoire de la segmentation, on a eu une dataset de cette taille. Ça, c'est sûr. Donc là, on l'a déjà dit, les humains, etc. et tout. Donc, ici, ils ont dit que le data engine a produit 1,1 milliard de masques avec 99,1% on peut dire d'accuracy. Et la qualité est importante l'on sait au niveau des masques. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de comparer avec des masques faits par les professionnels. En quoi faisant? Donc ils prennent 500 images, donc de manière aléatoire, qui correspond environ à 50 000 masques, et demandent par exemple, donc qui sont générés par SAM, donc leur outil SAM. Ils demandent aux annotateurs ou bien aux professionnels avec des outils de correction qu'ils puissent corriger les masques générés par SAM. Et après, ils computent entre l'intersection du moins de ce masque par SAM et l'autre corrigé par le professionnel. Et ils sont parvenus à les deux, ils sont à 94% d'intersection. Ça veut dire que c'est vraiment du lourd. Et pour les 90%, Et sur les 97%, ils sont à 75% d'intersection. Donc, voilà. Et donc, dans ce cas, on peut dire que... Allô? Oui. Oui, vas-y. Il y a une question de Charles Abdoulaye qui demande quelle est la raison fondamentale qui énonce que ces architectures est à cause de la que ces architectures? Quelle est la raison fondamentale qui énonce que ces architectures ont besoin d'un ensemble de données énorme? La complexité de En gros, est-ce que c'est la complexité des architectures qui justifie cette quantité de données énorme-là? Ok, parfait, c'est une bonne question. Je pense que l'équipe NLP de ChatGPT, puisque c'est eux qui nous ont inspirés pour répondre à cela. Mais c'est les deux, c'est les deux. En fait, avec l'avènement des transformers, donc on a vu qu'ils peuvent, sur des gros volumes de données, acquérir beaucoup d'informations surtout, parce que s'il n'y avait pas les transformers, je ne pense pas qu'on aurait pu arriver à ces résultats avec les méthodes classiques, les architectures classiques. Parce qu'ici, c'est l'information qu'on cherche. Et si, par exemple, c'est comme nous les humains, donc si tu veux avoir plus de connaissances, il faut que tu lis beaucoup. Donc
celui qui lit plus de livres que l'autre aura plus de connaissances que l'autre. Ça, c'est évident. Et il y a même un article qui parlait de ça avant que ChatGPT sorte, donc suivant le scaling en gros volume de données et la performance. Mais ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on cherche, c'est le zéro sur généralisation. C'est qu'on arrive, ça, je pense qu'il y a même tout le temps un débat là-dessus, puisque ce n'est pas encore expliqué. Donc, comment ces modèles, et puisque c'est ça qui fait leur fort et qui sont arrivés avec les ChatGPT à ce domaine, comment ils raisonnent. Donc, particulièrement, je me dis qu'ils ont un niveau de déduction très élevé. Et ça, c'est cette grosse volume qu'ils ont. Donc, pour répondre un peu de manière générale à cette question. Donc, autre question? C'est bon, Mansour? Oui, j'avais une question pour moi. Je me demandais quels sont les use cases, les différents use cases comment dire, résoudre ce modèle-là. Si par exemple, si on prend l'exemple de ChatGPT, quand on lui pose une question, on nous orienter une réponse ou bien nous donner clairement la réponse. Mais ici, avec ce modèle-là, quels sont les différents types d'images qu'on peut lui donner? Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé, on y vient. Ok, d'accord. Donc, c'est la partie numéro 2 à savoir les tâches. Donc là, je suis juste sur comment ils ont composé le dataset. Donc, c'est une très bonne question et on va essayer de répondre ça ensemble. Donc là, pour continuer avec les propriétés de masse, donc on peut observer que en le comparaison avec d'autres datasets dans le domaine de la segmentation qui sont populaires comme Elvis, AD20K, Coco, OpenImage, en termes de distributivité, donc SA1B est très distribué. Ça veut dire pour toutes les images, donc il y a à peu près le même nombre de masques. Donc là, on peut l'avoir. Et surtout par rapport au biais, donc il présente moins de biais. Donc on peut le voir ici. Donc SA1B qui est beaucoup plus fourni, donc suivi en termes de nombre de masques pour les images, parce que là, tu vois sur certains, il y a quelques images qui ont presque toutes les masques. Et là, on a AD20K qui suit, et Coco et OpenImage qui sont moins distribués et qui présentent plus de biais. Donc, c'est ça qu'ils ont essayé de dire dans cette partie du masque propriété. Donc là, comme on le voit sur cette figure, avec SA1B, donc on a quelque chose qui est constant. Donc, même si on est à 50 images, 100 images, donc on a un pourcentage d'images qui est 40, 80, etc. On a beaucoup, donc qui est constant entre le rapport du pourcentage d'images et le nombre de masses. Donc, ce qui n'est pas le cas, par exemple, ici de OpenImage, donc qui descend à partir de 11,50, etc. Donc, après, bon, il y a la concavité, la relation de la de segmentation. Après ça, maintenant, après avoir parlé des données, donc là, on en vient à la partie principale. Donc là, on a parlé des datasets. On peut aller au niveau des tâches. Donc, avec ChatGPT, comme Mansour le posait tout à l'heure, donc on peut avoir du structured and featured learning grâce aussi aux prompting techniques qui ont été utilisées. Maintenant, dans ce cas, on ne sait pas, puisque les méthodes de segmentation, quel genre de prompt on peut utiliser? Ça, c'est la grande question. C'est la question qui a été posée tout à l'heure. Et aussi, est-ce qu'on peut régler le problème d'ambigu? Par exemple, je peux proposer un prompt, lui dire de me segmenter une partie de cette image et il n'a pas compris. Donc, ils peuvent me segmenter une autre partie que je ne l'ai pas demandé. Donc, grosso modo, c'est ça la tâche qu'on va essayer de régler ici. Par exemple, ici, pour l'ambigu, si le type de prompt, c'est un point, par exemple, que je pose sur l'image, est-ce qu'il va exclure une personne? Est-ce que c'est le t-shirt que la personne porte?
est-ce que c'est le haut de la personne, son body, ou bien est-ce que c'est la personne entièrement. Ainsi, pour les prompts segmentation tâches, donc pour euh, répondre directement, on a deux types de prompts. Donc, le prompt ici, il nous permet juste de savoir quelle est la partie de l'image qu'on doit segmenter. Donc, ici, pour ChatGPT, par exemple, tu lui poses, il y a sur le prompt que tu lui donnes en C, il se base sur ça pour te donner une réponse. Mais si le prompt, c'est que tu as l'image au début, tu lui dis juste quelle partie de l'image tu veux qu'il te segmente, que le modèle te segmente, et il va te donner un output de segmentation sur cette partie. Donc, c'est juste ça. Et on a deux types, dense et sparse. Donc, pour les denses, donc, c'est de lui donner carrément un masque. Donc, tu lui dessines un masque sur l'image. Et pour l'espace, ça veut dire éparpillé. On peut avoir un point, ça veut dire avec ton curseur juste, si tu cliques sur un objet de l'image, il va te segmenter cette partie de l'image. Si tu lui donnes un box aussi, ça veut dire un carré sur l'image, il va te segmenter cette partie de l'image. Donc c'est ça en ce moment que c'est ça les différentes prompts utilisés. Il y a aussi des prompts textuels. Donc comme ça a été utilisé, ils ont utilisé la même technique comme sur Clip. Ça veut dire sur l'image, tu lui dis de faire une tâche, par exemple un prompt de chat 4. Donc là, il essaie de te segmenter tous les chats qui sont sur l'image. Donc, c'est les différents types de prompts que nous avons. Donc, on peut le voir ici en détail. Après, on va essayer d'aller, parce que le prompt et le modèle sont ensemble. Donc, puisque le modèle essaie de combiner le prompt et l'image qui a été donnée. Donc, on ne peut pas parler du prompt sans parler du modèle. Donc, on va les combiner les deux en même temps pour plus de clarté. Use input content on the model architecture. Donc, il y a beaucoup de contraintes là-dessus, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le modèle doit. Donc, quel flexible prompt que le modèle peut supporter. Donc, ça, c'est une pour la partie real-time, parce qu'on sait que des fois, les modèles de segmentation sont trop complexes et peuvent avoir du temps d'inférence. Alors que là, on va aller du real-time rapidement. Donc, la partie aussi des ambiguïtés, qu'ils puissent le régler, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cela, pour répondre directement aussi, ils ont mis un design très, très simple. Donc, la simplicité aussi, des fois, c'est de l'art. Ils ont juste pris donc, une image encodée et parallèlement un prompt encoding. Et là, ils mettent les deux à la fin avec un lightweight mask décodeur, donc ce qu'ils ont proposé ou bien ils ont amélioré, qui le fait à la sortie une image sur laquelle ils posent avec les coordonnées masque, donc la masque prédite. Et dans ce cas, ici, pour l'input, l'information de taille, c'est l'information que nous donne le prompt, puisque c'est lui qui nous dit quelle partie de l'image qu'il veut qu'on lui segmente. Ça peut être un background, que ça peut être un foreground. Ça veut dire un objet ou bien que le background. Donc, on n'essaie pas de segmenter toute l'image. Allô? Oui. Ousmane, il y a Charles Abdallah qui dit Oui, que oui, vas-y. la question avait posée, il était déconnecté au moment où il répondait à la question. Il faut revenir sur la réponse. Évidemment. Vas-y, je ne t'entends pas très bien là. Allô? Oui, oui, Mansour, oui, Il y vas-y. a Charles Abdoulaye qui avait posé la question concernant la complexité de l'architecture et la taille des données. Et au moment où tu répondais, Oui. il a dit qu'il n'était pas connecté. Ah, d'accord. Bon, je pense, après, on va y revenir plus tard, puisque là, cette partie est importante. Après, je vais y revenir, t'inquiète pas. OK. Donc là, le modèle, il prend en entrée l'image, donc il embarque avec des vecteurs dimension. Donc, puisque là, on est dans les parties de transformers. Aussi, on prompt qu'on encode aussi, donc qui est l'information de taille. Et ce prompt peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un point, donc ça veut dire un clic. Ça peut être un box, ça veut dire un carré sur l'image. Ça peut être aussi un masque que l'on fait
en dessous de l'image. Ça peut être aussi du texte. Donc, c'est les 4 types de prompts qu'on peut avoir au niveau de SAM. Et il essaye de répondre à la fin avec un lightweight mask decoder qui va mapper en même temps le prompt encodeur et l'image encoding pour pouvoir proposer des masques en sortie des parties qui lui ont été dit d'être segmentées. En grosso modo, c'est ça. Donc, et pour la partie vitesse, on a jusqu'à 50 millisecondes juste sur la partie prompting. Donc là, il faudra d'abord que toute l'image soit embarquée puisque ça prend un peu de temps. Et à partir de là, donc si tu lui donnes un prompt, donc ça ne prend pas beaucoup de temps de l'encoder. Et puis avec le lightweight decoder, puisse te proposer des prédictions en 50 millisecondes. Et aussi, il y a la partie ambiguïté, ce que je disais tout à l'heure. Donc, on va le voir avec une image directement. Donc, avec cette image, tu vois une dame qui porte un sac. Donc là, je mets un point sur le sac. Donc, le modèle ne sait pas. Est-ce que je lui demande de segmenter le sac, de segmenter la personne en entier, ou bien de segmenter juste la partie ici, l'ouverture ici, une poche du sac. Donc, pour répondre à cela, Sam essaye de proposer plusieurs masques lorsque c'est ambigu. Donc, en ce moment, minimum, il propose 3 masques. Donc, en parlant de segmentation modèle, là, on peut venir de segmentation anything task, puisque j'avais dit qu'on allait parler de ces deux en même temps. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les différents types de prompts, donc c'est les points, les box et masques, je l'ai déjà dit. Et pour avoir cela, il y a d'abord une partie d'entraînement, donc supervisée, sur lesquelles en sortie, il essaye de les comparer avec le transstruct. Et après cela, donc comme les parties interactives segmentation, donc il y a ce que j'avais dit tout à l'heure, plusieurs outils qui permettent, puisque la première partie va être utilisée par les professionnels pour pouvoir continuer le labeling. Donc, on voit pour ce qui s'agit de cliquer sur une image pour qu'il puisse te segmenter, ça existe avant. Et aussi ici, le plus important, c'est que le modèle puisse nous donner en sortie un masque valide pour tout type de prompt, même si ce prompt est ambigu. Et aussi, là où nous voulons y aller, c'est du zero shoot transfer. Ça veut dire que ce prompt puisse être utilisé ou bien réutilisable. Donc, ces types de prompts puissent être réutilisables sur d'autres questions, puisque j'avais dit que la segmentation est vaste. Il y a la segmentation par instance, il y a les segmentations, etc., etc., sans qu'on ait eu à faire de l'entraînement encore sur ces données. Ça veut dire n'importe quelle donnée que tu puisses le donner et le type que tu veux, segmentation instance, Sam n'a pas besoin de faire des entraînements sur ces données. Tu lui donnes juste le prompt, par exemple, tu lui dis chat, il va te segmenter sur toute cette image, tous les chats qui sont sur cette image-là. Et là, on peut dire qu'il fait du segmentation par instance, la détection d'objets sur l'image, avec la segmentation sémantique, sans apprendre en aval les images dont il vient de voir. Et donc ça, c'est vraiment trop grand. Donc, comme je dis tout à l'heure, là, c'est le champ de la segmentation est vaste. Donc, il y a les points de détection, donc avec les contours. Donc, il y en a beaucoup. Hein. Donc, les objets proposés de segmentation, les sémantiques segmentation, instant segmentation et panoptique segmentation. Donc là, j'ai parlé de manière générale sur les types de prompts. Donc, et ici, la tâche de généralisation que je disais tout à l'heure, il ne faut pas le confondre avec les modèles qui sont multitâches, parce qu'il y a des modèles, par exemple, Unified Mascot, par exemple, qui puissent faire beaucoup de types de segmentation en même temps. Donc, selon ce que tu veux, il peut te faire de segmentation sémantique, il peut te faire de segmentation par instance, ou bien du panoptic segmentation. Donc, alors que là, c'est juste un ensemble de tâches qui sont fixées et trop réduits. Alors que pour Sam, c'est autre chose parce que c'est pour tout type de
segmentation qui puisse te donner la réponse appropriée. Donc bon, il y a beaucoup de répétitions aussi sur l'article 1. Ok, on en vient sur le modèle. Le modèle d'abord, donc ce que j'avais dit, il y a une image encodeur et un flexible prompt encodeur et un décodeur qui est un lightweight. Donc le modèle est composé de ces trois parties-là. Donc il a été pré-entraîné d'abord sur du VIT. Donc on est parti sur du VIT basique, après sur du VIT Hug. Et après, par souci d'escalabilité, ça veut dire qu'on ne peut pas faire des labels avec des professionnels tout le temps. Donc, dans ce cas, on passe sur du self-supervising. Donc, parce que pour ces méthodes qui utilisent des grosses volumes de données, forcément, à un moment, c'est du self-supervising qu'on fait puisque toutes les images n'ont pas de label. Et là, pour aller sur du self-supervising, j'utilise le masque d'auto-encodeur, qui est une architecture de self-supervising qu'on met autour des masques. Donc là, tu lui donnes une image qui manque des parties, par exemple, et essaye de te prédire quelle est l'image complète. Donc, en grosso modo, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont essayé de prendre ces architectures, les assembler et faire aussi des modifications, comme ici, des modifications sur cette architecture-là, qui est le masque formant, donc le 62, qui propose un lightweight decoding. Mais ici, le lightweight decoding proposé par Segment Anything Model est d'un autre type. Donc, on va voir tout à l'heure au niveau des détails. Donc, pour le masque décodeur, donc on va essayer de voir. Donc, il y a une modification du transformer décodeur bloc qui est utilisé pour le 103. Donc, c'est les blocs normaux ou bien natifs et standards qu'on connaît tous, des transformers simples. Donc, qui est suivi par une dynamique masque prediction head. Donc, pour pouvoir avoir en output le masque prédit. Et ce qui est génial aussi au niveau de ce décodeur, donc ce qui a été fait, c'est avec les VIT, j'avais une classe donc, qui est ajoutée au niveau des vecteurs et des différents patchs. Et après, on fait du self-attention, du multi-head self-attention sur ces vecteurs-là. Maintenant, ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont séparé les deux, puisque là, on n'a pas une classe en réalité. On a un prompt. Et le prompt peut être de différents types. Donc, ce qu'ils ont fait, le prompt va être séparé de l'image qui a été encodée, de l'image embedding. Et ils vont avoir du self-attention chacun de sa part. Puis, il y a une partie cross-attention qui va être faite en même temps, premièrement, du prompt vers l'image, donc prompt qui va être ici comme query, et après de l'image vers le prompt, donc pour pouvoir dissimuler les similarités entre l'image et le prompt pour exactement savoir qu'est-ce que le client veut vraiment qu'on lui segmente ici. D'accord? Et là, après, comme tout architecture de transformer, on a un feed-forward multi-layer perceptron map qui va être utilisé avec un dynamique linéaire classifié pour avoir une sortie. Et aussi, ils essaient de résoudre l'ambiguïté. Donc, pour essayer de résoudre l'ambiguïté, là, il se dit que pour l'ambiguïté, on ne peut pas dépasser 3 masques. Donc, dans ce cas, on propose tous les 3 masques. Donc, on prend quelques tokens qui ont été proposés au niveau du MLP pour pouvoir sortir 3 masques qui sont valides et qui sont différents. Et pour ce qui s'agit du loss, on essaie de faire du backpropagation simplement sur le loss qui est plus petit. Donc, entre ces trois propositions, on n'a pas besoin de backpropager le loss sur ces 3. Donc, on le fait juste sur la partie, celui qui a le loss le plus petit. Donc, ça aussi, on va voir ça en détail. Ce que j'ai dit tout à l'heure, donc, on a 50 millisecondes sur le browser. Et pour le loss training aussi, ils ont essayé de combiner le focal loss
et le dice-loss. Dice-loss qui est très utilisé au niveau des méthodes de segmentation, qui, par exemple, avec un A et un B, qui essaie de faire la similarité entre les deux. Il y en a d'autres qui jusqu'à le modifier jusqu'à l'autre peut-être 0 et 1, et qui est très efficace dans les méthodes de segmentation. Et ici, le focal loss, donc avec des ratios qu'ils ont utilisés, qu'on va voir tout à l'heure aussi. Donc là, on peut aller directement sur la partie détail. Donc là, c'est vraiment trop dense. Donc la partie détail, après, vous pouvez le voir chez vous. Hein. On va juste parler de cette partie détail. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça a été entraîné tout d'abord sur Division Transformer. Et après, on utilise pour des raisons de scalabilité le masquette auto-encodeur. Donc, on sait que normalement, les Windows qui peuvent utiliser ici sur du VIT Hub peuvent utiliser du 14.14, etc. Tout. Mais par souci, puisque là, ils ont essayé de prendre des images de très, très, très grande qualité. Donc, ils peuvent avoir des input résolution de taille 1024 x 1024. Donc, de ce fait, on peut avoir une très grande computation ressources. Donc, ça peut demander beaucoup de ressources si on s'en tient à cette dimension de taille de Windows. Donc, ils sont allés pour l'image embedding jusqu'à 64 x 64. Donc, ils vont après réduire avec du convolution jusqu'à 1 x 1. Et là, après, tu as du flick qui va te transformer en vecteur de 256. Donc là, les dimensions de nos vecteurs qui vont être de chaque patch sera de 256. Donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport au prompt encodeur, donc puisque le modèle, c'est les deux parties, c'est l'image encodeur et le prompt encoding. Donc, on a les points. Les points, on a en premier lieu la représentation spatiale. Ça veut dire les coordonnées de ce point sur l'image. Donc, il va être considéré comme le positionnel encoding. Donc, la position, la localisation du point sur l'image va être considérée comme le positionnel encoding. Et là, les caractéristiques, puisqu'il y a par exemple cet article qui puisse le prendre, on ajoute un learn embedding, donc sur ce point, qui indique l'information à savoir. Donc, ce learn embedding, c'est juste une information pour savoir si ce point est un foreground ou bien c'est un background. Donc, foreground, c'est peut-être tout ce qui s'agit d'objets. Et le background, c'est tout ce qui s'agit de l'arrière-plan. Et ça, c'est normal et classique dans le domaine de la segmentation. Pour ce qui s'agit du box, donc on a le positionnel encoding, ça veut dire les coordonnées du point, ça veut dire les box sur un carré. Donc le point à l'extrême en haut à gauche, donc, et puis et le point en bas à droite. Donc les deux points sont pris en termes de positionnel encoding. Et chacun aura aussi son learn embedding, à savoir la même chose. Si ces points sont sur un foreground, ça veut dire est-ce que tu es en train de segmenter, de lui dire, de lui donner un box qui fait partie du background, ou bien c'est un objet que tu veux vraiment plus te segmenter. Donc, c'est ces différentes informations que le prompt encodeur va embarquer au niveau du modèle. Donc, ça, c'est pour la partie box. Donc, box, c'est les carrés que tu dessines au niveau de l'image. On pourra avoir à la fin un démo là-dessus. Et pour ce qui s'agit des textes, ils ont copié les techniques des clips, puisqu'on sait qu'avec les clips, tu as une architecture qui va embarquer en même temps le texte et l'image. Donc, avec une multiplication. Donc, le texte qui peut être découpé. Bon, ça, les gens de NLP le savent mieux que moi. Donc, en plusieurs tokens. Et là, une multiplication matricielle entre les vecteurs du texte et l'image. OK. Donc, pour ce qui s'agit du dense prompt, donc ça peut être un masque. Donc, en premier lieu, ils vont essayer, puisque c'est beaucoup d'informations, ça peut prendre du temps pour tirer le prompt encoding là-dessus. Donc, ils vont diminuer la résolution 4 fois. Donc, ils réduisent encore la résolution 4 fois en utilisant cette fois-ci des convolutions de type de taille de 2 avec une stride de 2.
Et à la fin, ils vont avoir un output, un time convolution qui va leur permettre d'avoir un vecteur de dimension 256. Donc, pour ce qui s'agit des masses, c'est comme ça qu'on les encode. Super. Donc, pour le lightweight mass decoder, parce que je pense que leur plus grande invention se trouve ici, et c'est plus important. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on a déjà le prompt qui est embarqué, et l'image aussi. Donc, ils ont pris inspiration pour cela, donc du VIT et du VIT detection. Et ils ont pour le décodeur, donc c'est un transformer décodeur classique qu'on a eu avec, que vous connaissez tous, avec Transformers, Attention is all you need. Et ils ont proposé un niveau type de self-attention qu'on peut voir ici. Étant donné qu'avec ici, le 33, c'est le PERT, donc les NLP utilisent, il y avait un token qu'ils appelaient class token qui a été ajouté au niveau des patches et des vecteurs qui sont embarqués sur, par exemple, sur leur mot, sur le texte, etc., les différents vecteurs. Maintenant, ici, on ne l'a pas, puisqu'il s'agit d'un prompt que nous avions, puisque je l'avais dit tout à l'heure. Donc, pour ce décoder, il fonctionne en 4 étapes. Donc, il y a un self-attention qui va être fait d'abord sur le prompt. Donc, peu importe le type de prompt, il va pouvoir faire d'abord un prompt encodé. Donc, il peut prendre plusieurs prompts et faire du prompt encodé là-dessus. Après, il fait du self-attention pour avoir un output token. Donc, il peut être ici considéré comme notre class token. Ensuite, il y a du cross-attention qui va être fait à partir du token, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui découle du prompt encodeur vers l'image qu'on a divisée en plusieurs parties, c'est vecteur de dimension 256. Donc, pour voir là, ceux qui sont NLP de ça, comme moi, avec la similarité, donc qui sera de taille n carré. Par exemple, si ici c'est du 64, on aura 64 carrés pour voir quelle est la similarité entre les deux. Après, ils font en quatrième étape la même chose, une cross-attention de la partie de l'image qui va être en ce moment prise comme query vers le token. Et au milieu, il y a le MLP qui va essayer d'update, donc qui va mettre à jour les deux, en même temps que l'image embedding, ainsi que le prompt qu'on a eu. Donc, il va essayer de faire un update sur les deux. Donc, c'est ça que nous avions avec cette image-là. Donc, image embedding de taille 256 qui est la dimension, donc 64, qui est les différents patches. Le prompt token qu'on transforme en output token qui peut être considéré ici comme le class token sur lequel on fait du self-attention sur les mêmes. Donc là, on a du cross-attention entre le token vers l'image et là de l'image vers le token et entre les deux du MLP qui va update les vecteurs qui ont été ici embarqués dessus par rapport à l'image et qui va update aussi les tokens qui sont issus du prompt. Après là, pour avoir un multilayer perceptron à la fin qui va sortir un masque en prédiction. Donc, grosso modo, donc c'est ça le lightweight mask decoder qu'ils ont pu utiliser. Et je pense que ceci est une invention et ce qui leur permet d'avoir quelque chose un résultat grandiose. Maintenant, il y a beaucoup de détails en bas, vous pouvez voir cela. Bon, pour la composition des MLP, ça ne change pas, c'est la même chose. Donc, c'est une residual connection, délai, normalisation, dropout, etc. Donc, c'est la même chose que sur le VIT. Donc, on sait aussi que l'aspect géométrie, bon, parce que pour ce qui s'agit des images de segmentation, tout est spatial. Donc, une image qui est, par exemple, au milieu ou bien qui est excentrée, et il y a le contexte, la géographie, l'environnement qui compte aussi. Donc, pour cela, sur les positional encoding, sur lesquels on a les informations par rapport à la localisation sur l'image,
cela est réutilisé au niveau du au niveau de l'update. Même si ça a été utilisé auparavant pour le self-attention layer, même si ça a été utilisé. Donc là, on le réutilise encore au niveau de la mise à jour des vecteurs. Donc ça, c'est parce que vraiment, la partie spatiale est très importante. Il faudrait qu'on l'ait tout le temps à l'esprit. Donc c'est pour cela qu'il le rajoute. Donc après, bon, il y a beaucoup de blabla Allô? donc, sur les MLP. Oui, oui, vas-y. Alors, Ousmane, oui, j'avais une question notamment sur cette partie géométrie dont tu parlais là. Si on applique on donne un modèle SAM et il nous fait donc la segmentation. On suppose maintenant qu'on prend cette image-là et qu'on effectue une petite rotation de disons 90 degrés et moins de 90 degrés. On change en tout cas l'angle de l'image. Est-ce qu'il va parvenir à faire la même segmentation que avant avant la rotation de l'image? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que ça, au fait, c'est à cause de ça qu'ils ont fait cela, qu'ils ont fait ce cross-attention. Parce que là, il faudra vraiment que le prompt que tu lui donnes en entrée, pour qu'il puisse voir ces relations intrinsèques avec l'image de départ. Donc, peu importe que tu le modifies ou pas, je pense que tu auras, avec les cross-attention, donc les mêmes informations qui vont en découler. Donc, parce que là, il pouvait prendre les tokens que tu as pris, que tu as au niveau du prompt, et les ajouter directement au niveau du head de l'image embedding. Mais ceci parce qu'au niveau des segmentations, au niveau en computer vision de manière générale, l'aspect spatial est trop important. Ça veut dire la liaison qu'une partie peut avoir avec l'image en entier. Donc c'est pour cela, bon, pour les techniques classiques qui ne sont pas du transformers, ils ajoutent tout ça. Donc ils font du rotation, du pré-processing avant, du rotation sur les couleurs, etc. et tout. Donc ça, on le sait déjà avec les objets de détection. Mais ça aussi, c'est la force des transformers. Donc on peut les apporter cela, qui est l'attention. Donc ici, en même temps du self-attention et du cross-attention. Donc l'attention mécanisme qui consiste à voir, par exemple, si on a un vecteur A, une partie du vecteur, et l'autre vecteur, qu'il puisse savoir la liaison entre cette partie A et tout le reste des autres. Donc là, peu importe, parce que là, sur le prompt encoding que tu vas avoir, ça sera une matrice qui va avoir presque les mêmes informations. Donc, avec le self-attention et le cross-attention qui est utilisé là, tu vas avoir le même résultat. Bon, ça, c'est espéré, ce n'est pas démontré. Pour rester scientifique. Il y a d'autres questions sur cette partie? Parce que moi, je pense que cette partie, c'est la plus grande partie. Hein. Donc, avec la masque de qui a été utilisé ici. Donc, si vous avez des questions, on peut attendre cette partie avant d'aller autre part. Quoi. Il y a Aboubacar Jokhane qui demande par rapport au stade. Est-ce que le Qui modèle, demande? Aboubacar Jokhane, est-ce qu'il demande Oui. si le modèle est équivariant? Oui, bon. Allô? Oui, allô, oui. Oui, Ousmane, comment ça va? Désolé. Maintenant, ce Johan, que je ça va? demande, c'est. Ça va bien, fait. Ce que je demande, c'est avant tout, est-ce que l'équivariance serait intéressante pour le modèle? Est-ce que le modèle est équivariant aussi? Oui, oui, ça revient presque à la question de Mansour tout à l'heure. Bon, en principe, je ne peux pas dire ni oui ni non. Parce que, bon, ça reste à démontrer. Mais moi, avec les... Pardon, votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Avec ce lightweight mass decoder qui a été proposé, là, on n'a plus besoin de l'équivariance. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être l'équivariance, on en a besoin sur les méthodes classiques. Mais ça, c'est ça qui fait la force de l'attention, des transformers. Donc
là, pour celui-là, il y a du pré-processing qui a été fait sur l'image, mais le pré-processing, c'est juste de la normalisation. Donc, comme le fait au niveau de tout modèle de computer vision classique. Mais je n'ai pas vu sur l'article, peut-être là, vous pouvez le lire en plus de détail, là où il parle de transformation, d'équivariance, de tourner le modèle par-ci, par-là. Parce que là, je suppose que c'est la force des transformers qui font que, de fait, on n'a pas besoin de cela. Et de fait, le modèle va être équivariant. Mais ça reste à confirmer. Et là, pour cela, je te suggère de creuser là-dessus. C'est bon, Mansour, on peut avancer? Oui, oui, on peut Il n'y a pas d'autres questions. Super. J'espère qu'il y aura une petite démo à la fin des SAM. Bon, ouais, c'est pas de souci. Bon, cette partie, il parle de l'ambiguïté. Ça veut dire ça, on l'avait dit tout à l'heure. Donc, si tu lui donnes un point, étant donné sur une partie d'un homme, est-ce que tu veux dire le t-shirt? Est-ce que tu veux dire tout l'homme ou bien juste la partie haut? Donc, pour cela, pour le régler simplement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ils utilisent un petit nombre de tokens qui ont été posés en output au niveau du prompt. En output, donc ils prennent quelques tokens au niveau de la dernière couche de MLP et ils essayent de produire minimum 3 masques de manière simultanée. Parce qu'ils se disent que 3 masques seront assez. Donc, parce qu'il y a la partie entière, une part et une sous-part de ce part. Donc, ils pensent qu'avec trois masques valides, donc on peut s'en tenir à cela. Parce que pour d'autres objets, tu n'as pas besoin de cela. Si l'objet est uniforme, donc tu as juste un masque valide. Donc, pour d'autres, tu en as besoin minimum de 3. Et pour le loss aussi, donc ils ont computé, le plus petit loss va être utilisé en background, donc sur les 3 qui vont être proposés. Pour la partie de loss utilisée aussi, donc nous avions ils ont combiné le focal loss, donc qui est utilisé aussi en matière de segmentation, et le dice loss, donc avec un ratio de 20 pour le focal et 1 pour le dice loss. Donc ça aussi, bon, c'est pas quelque chose de nouveau. On le voit de plus en plus dans le domaine de la segmentation, avec notamment récemment avec Google de Ghana, donc qui ont eu à combiner, c'est le focal vertical loss et le dice loss. Mais aussi, bon, je le suggère à toute personne, ou bien de faire des expérimentations où ils vont avoir plusieurs loss et il a décidé quel est le loss le plus efficace pour le type de données. Donc ça aussi, c'est des tips pour les expérimentations au niveau des segmentations. Donc là, on en a terminé avec le modèle, donc qui était pour la plus grande partie. Et là, donc on est à 43 minutes. Ah, 15h30 jusqu'à 16h40. Donc là, on va parler directement des expérimentations. Donc pour faire rapidement, parce que là, on a assez plus de temps, on va en choisir 2. Donc le Zero Shoot Transfer Experimentation ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est l'objectif final. L'objectif final avec ce qu'on a obtenu avec SAM, c'est de pouvoir l'utiliser sur n'importe quel domaine de segmentation, sans pour autant apprendre à nouveau les datasets. Par exemple, tu as des datasets locaux, comme pour ma part, des datasets environnementaux. Là, je n'aurais pas besoin de rentraîner SAM sur ces datasets-là. Donc, il pourra essayer de faire, donc d'après ce qu'ils disent, de faire des détections, parce que là, je peux lui donner que le prompt, c'est les déchets. Et là, qui est sur toute image que j'ai, pour qu'il puisse me prédire tous les déchets de cette image-là. Donc ça aussi, ça fait vraiment quelque chose de grandiose. Donc là, on va citer juste... On va juste citer le Zero Shoot Object Proposal et le Zero Shoot Instance Segmentation. Après le reste, vous pouvez
voir sur vous-même. Donc, en grosso modo, on a mis toutes les parties essentielles. Donc, pour le Zero Shoot Object Proposal, donc là, le régime proposal est quelque chose aussi qui est, bon, dans le domaine de la segmentation par instance, qui est étudié. Donc là, on a les masques RCNN qui sont classiques, les efficient net, etc. Maintenant, on essaie de voir est-ce que on peut utiliser SAM pour du region proposal. Et dans ce cas, ils essaient de l'ajouter au niveau du head en l'associant avec le VIT detector, qui est la version object detection de VIT, et le comparer avec un VIT detector qui, avec le masque SCNN, VIT Hug entraîné sur des images Elvis. Donc, sur le dataset Elvis, on va aller comparer les deux sur les datasets Elvis. Donc, le modèle qui est entraîné sur ces données et l'autre modèle SAM qui n'est pas entraîné, mais juste utiliser une technique de région proposal qui est la VIT-DET à la fin, donc le combiner et savoir quels seront les résultats. Donc là, ils sont venus à la conclusion que SAM outperform VIT-DET qui a été entraîné, ça veut dire le dépasse en ce qu'il s'agit d'objets de taille moyenne et large. Et ce qu'il s'agit aussi des objets rares et des objets communs. Donc ça aussi peut-être c'est un peu normal, puisque celui qui a été le SAM va dépasser le VIT-DET-H sur la partie, surtout sur les parties où il y a des difficultés. Mais le VIT-DET le dépasse suivant les objets de taille petite et les objets fréquents. Donc, sur cette dataset. Et ça, c'est normal peut-être parce que là, VIT-DET qui a été entraîné sur ces objets aura plus l'habilité d'apprendre les biais qui se trouvent sur le LBIS. Ce que SAM ne peut pas connaître puisqu'il n'a appris aucun biais sur les images. Il n'a pas fait de correction de l'os sur ces images. Donc, forcément, le VIT-DET-H qui a été entraîné sur cela va le dépasser sur certains points, surtout à savoir sur les objets qui sont très fréquents. Donc, il a eu à avoir beaucoup de données et sur les données qui sont de taille très petite. Donc, pour ce qui s'agit du Zero Shoot Insta Segmentation, l'implémentation ici, donc ils ont dit que c'est simple. Donc, la même chose, ils utilisent du VIT-DET en tant qu'objet détecteur et le prompting sur SAM de manière naturelle. Parce que ici, les outputs vont être des box à l'intérieur sur lesquels on va avoir des masques, puisque l'instant segmentation ici, c'est que les objets qui vont être segmentés, les objets qu'on veut qu'ils le soient. Donc là, ils ont comparé SAM et une architecture de VIT de SAM qui va être entraînée sur les données Coco et Elvis. Et là, sur le tableau 5, donc là, on a l'average precision. L'average precision sur les small données, l'average precision sur les moyens et sur les larges. Elle a les datasets Coco et Elvis. Donc, on a vu que celui qui a entraîné le dépasse, mais de très peu. Donc là, vous voyez, donc ici, on a une expression de 51. Et pour SAM, qui n'a pas été entraîné là-dessus, il arrive jusqu'à 46,5. Donc là, c'est du lourd. Donc là aussi, pour Elvis, donc qu'il le talonne. Alors que pour l'autre, il a été entraîné, modifié, il a pu apprendre les biais, etc. et tout. Alors que SAM, donc il a juste été adapté avec du détecteur pour qu'il puisse détecter les objets qui lui ont été suggérés. Mais aussi, ils ont pu voir que les masques proposés par SAM sont de meilleure qualité. Donc, que les masques qui ont été proposés, même s'ils le dépassent, les masques proposés par SAM sont de meilleure qualité. Et aussi, il faut noter que le SAM, sur l'ensemble des images qui ont été gardées,
que toutes les masques ont été générées de manière automatique. Donc, ils ont éliminé la partie annotée par les humains. Donc, ils ont vraiment confiance à leur outil. Donc, pour cela, ils ont pris l'arbitre des professionnels, donc, qui vont essayer de noter entre 1 et 10 la qualité, donc émis par VIT-DET et émis par SAM avec du zero shoot method. Donc, il y a aussi d'autres parties, zero shoot text to max. Donc, ça, ils ont dit que ça ne marchait pas trop bien. Donc, là aussi, ça, il faut le regarder, etc. et tout. Donc, en grosso modo, si je n'ai rien oublié, donc c'est ça. On va parler un peu des limites de ça. Donc, et après faire un bref résumé de tout ce qu'on a dit. Donc, ils disent que SAM n'est pas parfait, aussi ça c'est vrai, et qu'ils peuvent halluciner ou bien ne pas présenter de structure fine. Comme d'autres méthodes qui présentent un aspect zoom-in. Ça, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Donc, SAM aussi est designed for generality and breadth of use rather than high intersection opinion segmentation. Oui, aussi pour d'autres qui sont utilisés, par exemple, pour t'aider à noter, ils utilisent plusieurs points, donc ils peuvent faire le contour de l'objet. Alors que pour SAM, donc avec un seul point, ils puissent te segmenter l'objet que tu vois, et en temps réel aussi. Donc là, ils ont parlé du text to max, donc qui n'est pas trop robuste. Donc ils vont essayer au fur et à mesure, parce que bon, peut-être je me dis qu'ils l'ont sorti de manière précipitée, qu'ils vont essayer de l'améliorer. Et aussi, dans ce qui s'agit des parties sémantiques et panoptique segmentation, ce n'est pas encore clair du prompt simple qui peuvent être utilisés. Parce que là aussi, à moins que tu leur demandes de segmenter toute l'image, donc ils peuvent arriver à du panoptic segmentation. Là, on ne peut pas avoir un prompt puisque le box doit être beaucoup plus petit que l'image. Donc, ils n'ont pas encore, c'est pas encore clair, ils n'ont pas encore design un prompt simple qui puisse leur dire que le client veut du sémantique ou bien du panoptique. Donc, en grosso modo, c'est ça. Donc, on peut résumer là-dessus avec l'abstract. Donc, SAM qui a été conçu sur une large dataset depuis 1 milliard de masques avec 11 millions d'images. Un modèle qui peut contenir en même temps l'aspect promptable, ça veut dire le prompt engineering, qui a été fait sur ChatGPT et autres. Donc, le prompt qui puisse être une click, box, mask, etc. Et ils peuvent être généralisés avec du zero shoot sur n'importe quel dataset que vous avez, avec les performances qu'on a vues tout à l'heure. Donc, sur plusieurs tâches, à savoir la segmentation sémantique, la segmentation par instance, etc. Et que pour le dataset de SA1B, qui est le plus d'1 milliard de masques, a été publié pour aider la communauté de recherche à pouvoir améliorer peut-être ou faire autre chose. Donc, vous pouvez l'avoir, par exemple, si vous avez vraiment une computational ressource assez adéquate, peut-être faire du fine-tuning sur du SAM. Mais pour cela, il faudra qu'il réduise le modèle d'abord sur nos données. Je pense que ça va être vraiment exceptionnel. Donc là, on va essayer de faire. Donc, sur le site de Segmentation Anything, vous avez tout. Donc, pour le démo. Donc là, on a une image. Une image qui contient des chats. Donc là, il suffit juste de cliquer sur l'image. Donc là, c'est pour un point. On voit que le chat ici est segmenté. Donc c'est juste le chat qui est segmenté. On peut couper juste cette partie.
Donc là, qui nous amène, puisque là, c'est d'autres que j'avais déjà fait, qui nous amène la partie qui a été segmentée ici. Donc là, on fait du multimasque aussi. Donc, par exemple, ces deux chats sont liés. Donc, je clique. Donc là, est-ce qu'il me dit, est-ce que je voulais parler de l'oreille du chat ou bien du chat elle-même? Donc là, on peut, voilà. On peut aussi faire du everything. Donc là, si je le dis du everything, il va découper l'image en 32 et segmenter toute l'image. Donc là, comme vous le voyez, là, tu peux faire du cut objet. Tu peux faire aussi box. Donc pour les box, on va essayer de faire celui-là. Donc, et là, il te segmente cette box. Voilà, c'était tout. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le... D'autres questions, je veux dire, dans le chat? Il y a des personnes qui veulent prendre la parole aussi. Ils sont le bienvenu. Quand on ferme la session. Ousmane, n'est-ce pas, on peut lui donner une image. C'est-à-dire, il y a une partie dans la démo où on peut lui donner notre propre image pour faire la segmentation. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, si peut-être c'est un problème de temps, sinon tu peux le donner tes propres images. Sinon, j'allais même prendre une image que j'ai dessus. Bien sûr. Ok, ok, c'est clair. Merci pour la disponibilité. C'est vrai que l'organisation de cette session-là a pris un peu plus de temps que prévu. Comme je l'ai dit, pour le retard, cette longue période d'absence du Reading Group, on s'excuse encore une fois. Et c'est simplement dû à la difficulté qu'on a pour trouver pour trouver des orateurs qui vont faire des présentations. C'est tout simplement lié à cela. C'est pas facile de trouver des speakers. Mais toute personne qui vraiment euh, a pour objectif de partager, a pour objectif de partager des articles scientifiques et d'expliquer les articles scientifiques, soit qu'elle a écrit lui-même ou bien qu'elle a écrit qui a été écrit par quelqu'un d'autre, est libre de nous contacter. Ce sera un plaisir de vous accueillir dans nos différentes sessions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Encore une fois, merci à Ousmane pour cette magnifique présentation. Et on se dit dans 2 semaines pour une nouvelle présentation dans notre groupe de lecture. Merci. Ok, merci à vous. Et je pense aussi qu'on peut avoir ces genres de présentations beaucoup plus souvent. Comme j'ai dit, la connaissance n'a pas de limite. Il faudrait peut-être chaque 2 semaines. Même bon, si ce n'est pas nos travaux. Et pour cela, il faut lister peut-être tous les gens qui sont dans la recherche au niveau de l'IA. Peut-être les autres là-bas, c'est ça qu'ils font. De manière beaucoup plus large, quoi, et aller vers eux s'ils ont des résultats ou bien de leur recherche, ou bien quelque chose qui a été publié. Et je pense qu'on peut avoir des présentations beaucoup plus fréquentes, que ça soit flexible entre nous, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, on y travaille, on y travaille. Ok, donc, Merci à vous et au merci à revoir. vous. Ok, merci à vous et au revoir. À bientôt. Inch'Allah.